2 ans de gouvernance, 2 ans de profondes réformes dans plusieurs activités. Qu'est-ce qui a changé de 2016 à aujourd'hui? Mesdames et messieurs, bonjour. Vous l'avez sans doute compris, l'actualité s'impose. Dans cette émission Week-Echo, entre confrères, nous ferons le débat autour des réformes économiques entreprises par le pouvoir actuel, leurs impacts et les perspectives qui pourraient s'en dégager. Nous parlerons aussi de l'employabilité des jeunes. Plus de 32 000 sorties des universités vont chaque année à la conquête de leur premier emploi, mais à peine 5% arrivent à s'insérer dans le tissu économique. Que fait-on du reste? Grosse question à laquelle nous répondra en dossier de la semaine le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Déjà dans ce studio, Week-Echo, vous le savez, c'est la revue de presse économique de la semaine. C'est aussi et avant tout le mini-journal que nous présente Estelle Espérance Europe Azou. Un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini-journal. À l'aide d'eau de mer, d'énergie solaire ajoutée à leur savoir-faire, elles arrivent à produire du sel. Elles, ce sont les femmes de Semekpodji. Elles ont une technique propre à elles que Jules Akwekou et Dieudonné Abimbola nous font découvrir dans ce reportage. Ces femmes exploitent l'énergie solaire pour extraire le sel marin. Nous sommes sur la côte de Okun, dans la commune de Semekpodji. Le principe repose sur la cristallisation du sel au bout d'un certain temps sous l'action conjuguée du soleil et du vent. Nous passons à la pose des bâches, c'est-à-dire la préparation des salines. Quand nous finissons, nous lavons bien les bâches, nous versons de l'eau de mer sur les bâches. Et après 5 jours, l'eau devient épaisse et on appelle ça la saumure. Nous la filtrons et nous la laissons au repos pendant 48 heures. Après les 48 heures, nous relavons proprement les bâches et nous ramenons la saumure sur les bâches. C'est ainsi, après 6 heures de temps, nous commençons par récolter le sel marin à l'aide de l'énergie solaire. Regroupées au sein d'une association, elles sont formées par le groupement des éducateurs sans frontières de la France. Acheminer l'eau de la mer vers le site de séchage reste leur principale difficulté, mais l'activité reste bien lucrative. L'activité génératrice de revenus pour les femmes et aussi pour les jeunes, puisque c'est les jeunes qui vont chercher de l'eau. Ça demande une main-d'œuvre importante, mais si nous avons des moyens et si plus tard nous avons l'appui de l'État avec les structures de l'État qui peuvent s'y intéresser, je crois que le Bénin va pouvoir exporter du sel plus tard. Puis on a constaté qu'au Bénin, nous consommons au moins 30 000 tonnes de sel par an, alors que le Bénin même n'en produit que 3 000 tonnes. Donc les 27 000 tonnes sont importées. Quand c'est comme ça et que nous avons la mer, l'océan Atlantique, ça vraiment, nous-mêmes, ça doit nous faire réfléchir. Donc nous pensons à comment faire pour combler le vide. Nous demandons aux autorités de nous aider à former les autres femmes qui sont sur la côte. Parce que la quantité du sel qu'on a besoin au Bénin, nous seuls on ne peut pas récolter ça. La récolte s'effectue de novembre à mai en vue de bénéficier pleinement des rayons solaires. Avant, les femmes de Kounsémé fumaient du poisson. Voilà là où on fumait du poisson. Maintenant, il n'y a plus de poisson. Mais aujourd'hui, on s'est adhéré à la récolte du sel et chacun, à la fin de la récolte, ce que chacun prend là, ça lui permet d'aller faire son commerce pendant la pluie et de revenir après. Si on récolte beaucoup le sel là, au moins chacun, tous les mois, on nous satisfait avec en tout cas 25 000 ou 30 000. Contrairement à l'ancienne méthode, la technique de séchage respecte les normes environnementales. Au revoir donc à l'ancienne méthode grand-mère.
Et malgré tous ces efforts de production, le sel produit au Bénin n'arrive pas encore à satisfaire la demande. Résultat, le sel importé, qui serait plus raffiné que le sel local, se retrouve beaucoup plus sur le marché. Marianne Assomon, Jennifer Sativi. Cotonou, nous sommes au marché d'Antokpa. Plusieurs revendeuses de sel viennent s'approvisionner ici. Sur ce site, une usine se charge de moudre les cristaux de sel importés dans le but de les rendre plus fins pour la vente. Les clients préfèrent que les cristaux de sel soient moulus. Donc, c'est ce que nous leur offrons. Nous l'importons du Sénégal. On l'importe aussi du Ghana à côté. Nous avons aussi le sel de la Tunisie. Il y a les emballages de 25 kg, des emballages de 30 kg et des emballages de 40 kg. Malgré le coût relativement faible de l'activité, les meuniers font d'importants chiffres d'affaires. Cela s'explique par la forte demande du sel importé au détriment de celui produit au Bénin. Le sac de sel coûte 3 000 francs. Mais lorsqu'il est moulu, le tout revient à 3 300 francs. Pour les fabricants de glace, des barres de glace et consoles, ils l'utilisent en cristaux comme ça vient. Et pour les fabricants de pain, on les moud, mais de façon un peu plus granulée. Par rapport à la consommation, on les fait selon la préférence de chaque zone. Le sel produit au Bénin provient essentiellement des zones marécageuses et maritimes. On le retrouve pourtant en très faible quantité sur le marché. Plusieurs raisons expliquent la situation. Je quitte Ouegbo pour m'approvisionner en sel ici. Nous avons plus de facilité à vendre le sel importé et son prix est plus abordable. La fabrication locale n'est pas utilisée pour plusieurs raisons, notamment la quantité est trop faible. Ça ne peut pas répondre à la demande du marché. Le sel produit au Bénin coûte 500 francs, mais n'est pas aussi blanc que celui du Sénégal qui coûte 300 francs. Cela nous sera plus bénéfique si le sel local venait à être répandu comme celui importé. Le sel contient des minéraux tels que le sodium, le chlorure et s'avère donc nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Néanmoins, sa consommation excessive peut générer d'autres maux comme l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas consommer plus de 2 grammes de sel par jour. Le monde entier célèbre chaque année la Journée mondiale des forêts. Ces forêts jouent un rôle important dans les changements climatiques qui sévissent en notre siècle. L'Afrique compte particulièrement des forêts sacrées et au Bénin, on va progressivement à leur perte. Pourquoi cette régression? Que faire pour conserver nos forêts sacrées? Réponse dans ce magazine que nous présente Rodrigue Babaguito. Iroko, baobab, kaya, samba, faux-iroko, karité et fromager. Quelques essences qui font la richesse des forêts béninoises. Milieu naturel où vivent une multitude d'espèces animales et végétales, les forêts du Bénin sont toujours en régression. Il y a une étude de la FAO en 2012 qui nous a dit qu'au Bénin, 50 000 hectares de forêt, 50 000 hectares disparaissent chaque année. Mais nous avons fait une étude financée récemment par la Banque mondiale qui nous a révélé que la tendance actuelle, d'accord, est de 22 à 25 000 hectares de régression par an. Cela reste, bon, une avancée notable, on va dire. Mais la forêt régresse toujours. Le domaine forestier se divise en 2 catégories au Bénin. On note les forêts classées qui bénéficient depuis la période coloniale d'actes de classement et les forêts protégées au nombre desquelles celles dites sacrées. C'est une forêt qui naît suite à des événements qu'on ne veut pas expliquer. Un ancêtre qui allait à la chasse ou bien qui allait à la pêche et qui a rencontré un génie qui lui a parlé. En tout cas, tout un discours que l'homme n'arrive pas à expliquer se range sur le CO de mystère. Suite à l'événement qu'il n'arrive pas à expliquer, il décide de mettre au respect ce lieu. Il le balise par tout un ensemble de pratiques pour sécuriser ce lieu afin de limiter l'accès, surtout l'accès et l'usage des ressources, histoire de mieux rester en contact avec le génie ou bien l'ancêtre avec lequel il avait communiqué. Et toutes ces pratiques, il essaie de créer un ensemble, un système de valeurs, un système de croyances
qu'on essaie de transmettre de génération en génération par le vaudou qu'on connaît mieux aujourd'hui. Elles portent en leur sein des divinités, des espèces végétales et fauniques rares dans le monde, dont le singe à ventre rouge, vénéré dans certaines régions du pays, et même le lingué d'Afrique. Les chiffres du dernier recensement parlent de plus de 2900 forêts sacrées au Bénin, des espaces qui sont en danger aujourd'hui. Lorsque la population augmente et que sévit la pauvreté, les premières victimes, ce sont les forêts. Parce qu'on se rabat sur les forêts, on va chercher du bois, on va récolter des fruits, on va récolter des écorces, tout ça, pour vendre et avoir de l'argent. Et ceux qui sont censés garder ces forêts sacrées aujourd'hui sont vieux et beaucoup meurent. De plus en plus, la documentation ne les accompagne pas. Donc les besoins croissants de demain vont faire que si on ne fait rien pour les sécuriser, elles vont disparaître. Quelques forêts sont déjà intégrées par le Programme des Nations Unies pour le développement dans le système des aires protégées, mais beaucoup d'efforts doivent être encore fournis. Il faut qu'on arrive à mettre le doigt sur ces communautés qui protègent les forêts là-même, de la valeur que ces forêts ont, non seulement pour elles, mais pour l'humanité entière. L'autre chose, comme je le disais, il faut qu'on travaille à documenter. Nos universitaires, quand ils finissent ces formations, on a peur parce qu'on a déjà montré aux gens que aller dans les forêts sacrées, c'est aller dans les vaudous. Quand on va dans les vaudous là, on devient ci, on devient ça, et on a peur même d'aller. Nous invitons les universitaires à se positionner sur ces forêts sacrées et à les documenter suffisamment. Les colons en son temps avaient fait un peu de travail. Aujourd'hui, il reste beaucoup de choses à faire. S'il est vrai que les forêts participent à la durabilité des villes et sont de véritables poumons verts, il reste et demeure un patrimoine à préserver pour les générations futures. Fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi. Gardez votre position pour la suite de Wikeko. Merci à vous Estelle pour ce mini-journal bien présenté. Mesdames et messieurs, la suite de Wikeko, c'est la revue de presse économique de la semaine que je vous invite à suivre. Amis de Wikeko et inconditionnels de la revue de presse, bonjour. La rencontre entre le chef de l'État et les pharmaciens, l'an 2 du régime Talon et l'aide de l'État aux fédérations sportives constitue l'essentiel de l'actualité cette semaine. Rencontre entre le chef de l'État et les pharmaciens, Talon démantèle la nébuleuse écrit en manchette Bénin intelligent. Selon le quotidien, dans un langage de vérité assorti de preuves et de démonstrations techniques, le président de la République a montré que le circuit d'importation et de commercialisation des médicaments au Bénin est illicite. Alors qu'au lendemain de la condamnation des grossistes répartiteurs et de la suspension de l'ordre des pharmaciens, d'aucuns ont fait croire que le circuit ne souffrait d'aucune irrégularité. Information reprise par le quotidien La Nouvelle Expression, lutte contre les faux médicaments, le vrai visage des pharmaciens mis à nu, le matinat de renchérie. Face au chef de l'État, les pharmaciens font leur mea culpa. Selon le quotidien, ils ont plaidé coupables et fait amende honorable au chef de l'État. Le même journal poursuit qu'en réponse aux pharmaciens d'assainir le secteur, Patrice Talon a promis installer un laboratoire national de référence pour attester de la qualité des produits pharmaceutiques mis sur le marché béninois. L'information qui a fait également la une des quotidiens, c'est l'an 2 du régime Talon. L'autre quotidien affiche en manchette en 2 du régime Talon, Gaston Dossoui et le pari de la transformation agricole. Le quotidien informe que la filière coton est en pleine croissance avec les résultats très satisfaisants. Entre autres résultats, le quotidien mentionne ici 266 652 tonnes et 451 209 tonnes, respectivement au titre des campagnes cotonnières 2015-2016 et 2016-2017, sans oublier la création des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. L'économiste trouve pour sa part l'an 2 de gestion de la rupture, une part belle au volet social et à la promotion de l'emploi. Selon le journal, près de 15 000 femmes ont bénéficié de microcrédits aux plus pauvres, le financement de 157 entreprises portées par les jeunes et la création de 471 emplois directs sont entre autres actions menées. D'une information à une autre, subvention du gouvernement aux fédérations sportives.
553 millions de francs CFA pour soutenir le mouvement sportif national. Information à la une de la nation. Selon le quotidien du service public, le gouvernement béninois a accordé pour une seconde fois des subventions à 29 fédérations sportives au titre de l'année 2018. Dans la même logique, Bénin Intelligent écrit « Aide de l'État aux fédérations sportives, 553 millions de francs CFA pour le développement du sport au Bénin ». Le quotidien écrit que le montant des subventions allouées par le ministère des Sports aux diverses fédérations est passé de 502 millions de francs CFA à 553 millions de francs, soit donc une augmentation de 51 millions de francs CFA. Des subventions, conclut le quotidien, qui démontrent de l'attachement du gouvernement à l'essor des activités sportives et des talents béninois en la matière. Pêle-mêle à présent. L'économiste, électricité au Bénin, le Nigeria prévoit 760 MW d'ici 2025. Toujours l'économiste, financement des économies des pays de l'UEMOA, bonne performance du bilan 2017 de la BOAD. La nation en sa manchette pour finir, incidence de la lutte contre la cybercriminalité, mévente des bars et restaurants. Ce sera tout pour cette revue de presse. À la prochaine. Merci Hospice Antonou pour cette revue de presse. À la prochaine, à dimanche prochain plus précisément. Et dans un instant, nous allons passer au décryptage. Et comme je vous l'annonçais en introduction, nous parlons du bilan au plan économique de l'an 2 du régime actuel. Et mes invités, ils m'ont déjà rejoint sur ce plateau. Casimir Pédio, bonjour. Bonjour Roch, oui. Bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes journaliste économique au quotidien Nouvelle Économie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et en face de vous, Steve Oda, lui, il est journaliste et chef desk économie au quotidien Soleil Bénin Info, c'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour. Bonjour Roch et bonjour les téléspectateurs de BB24. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Je reste avec vous. Chaque régime trace les sillons du développement qu'il veut imprimer à son pays pour atteindre cet objectif. Il entreprend des réformes de 2016 à aujourd'hui. Quelles sont ces réformes au plan économique qui vous ont marqué, vous autres? Ok, merci beaucoup. Il faut dire déjà qu'à l'entame de son mandat, le président Patrice Talon et les membres de son équipe gouvernementale ont quand même travaillé sur un certain nombre de choses qui améliorent les conditions de vie. Donc, fondamentalement, je prends par exemple les réformes visant à améliorer l'énergie, le délestage. Donc, très tôt déjà, le gouvernement a pris en charge de régler ce problème-là, parce que vous n'êtes sans savoir que l'énergie est pour l'économie ce que le sang est pour le corps. Donc, il fallait tout de suite régler ce problème pour permettre aux entreprises déjà qui étaient en panne des années en arrière de pouvoir reprendre leurs activités en toute quiétude. Donc, c'était une réforme à apprécier. Également, il faut apprécier les réformes du point de vue sécuritaire. J'ai dit que le gouvernement a travaillé sur les fondamentaux du bien-être. Donc, en dehors de l'énergie, il y a également la sécurité. Donc, sans sécurité, on ne peut faire aucune activité économique. Donc, déjà, à ce niveau-là, il faut dire tout de suite, déjà, il y a une réduction des cas de braquage et autres, ce qui a permis aux entreprises de travailler dans un environnement serein. Et restant toujours dans le cadre de la sécurité, on peut apprécier également les réformes dans le cadre de la fusion de la police et de la gendarmerie, ce qui a permis de mutualiser les efforts et de rationaliser les dépenses. Donc, et pour finir, je vais parler également de la lutte contre la corruption. Oui. Voilà. Plusieurs rapports mentionnaient déjà que le Bénin perd 50 milliards par an du fait de la corruption. Je pense que si un travail a été fait à ce niveau, ça permet déjà d'avoir des ressources pour pouvoir fonctionner. D'accord. Vous avez mis en lumière quelques réformes entreprises par l'actuel régime. Casimir Pédio, vous savez, toute réforme suscite des remous, des contestations, des protestations par endroit. Quelles sont ces réformes que les populations ont accueillies avec FAST? Vous l'avez déjà dit, hein, aucune réforme n'est accueillie avec la joie au cœur. Et je voudrais partir de la question que vous avez posée à mon vis-à-vis pour essayer de répondre. Vous savez, c'est le mot réforme même, la notion de la réforme, moi, qui me paraît un peu surprenante depuis 2016. Cette notion, on avait comme l'impression
quand le régime actuel venait, on avait l'impression qu'il y aura quelque chose qui va marcher. Justement, une réforme est destinée à améliorer ce qui existait. Oui, on a beaucoup plus pensé à des réformes. Mais au fin fond, ce n'est pas des réformes. C'est quoi selon vous? C'est tout sauf des réformes. Ça, je le suis sincère. Et je ne m'inscris pas du tout dans les cas cités. Ce sont les mêmes choses qui ont été reconduites tout à l'heure quand il parle. Vous allez comprendre tout à l'heure quand j'aurai parlé. Quand on me dit que l'énergie électrique, apporter de l'énergie électrique, c'est une réforme, je dis non. Ça, ce n'est pas une réforme, c'est ce que l'État doit faire. En temps normal, on ne devrait même... C'est un peu comme... Selon vous, alors, que mettez-vous? C'est un peu comme un médecin qui soigne un patient et on l'applaudit. On ne peut pas applaudir un médecin qui soigne un patient. Selon vous, que comprenez-vous par réforme? Merci. Oui. La réforme, enfin, qu'est-ce que moi je comprends, mais qu'est-ce que j'ai vu depuis 2016? La première réforme que moi j'ai vue qui m'a marqué, c'est le dégagement des artères à Cotonou. Oui. Je prends juste le cas de Cotonou parce que c'est la ville économique du pays. Je ne veux pas rentrer dans les méandres au niveau de certaines villes. Mais je dis ça, ce n'est pas une réforme. C'est la déstructuration de l'économie. Mais vous-même, vous l'appelez réforme? Je dis que ce n'est pas une réforme. Oui. Ils l'ont dit comme réforme, mais ce n'est pas une réforme. Parce qu'au début, on ne savait pas à quoi ça allait ressembler. Mais au fil des jours, on leur disait, mais attention, ce que vous faites, vous êtes en train de porter en mal l'économie nationale. Mais si on a entrepris, si l'État entreprend d'embellir les villes, il est tout à fait normal. Vous voyez déjà votre décor. Ceux qui sont, s'il vous plaît, Casimir, comprenons bien, ceux qui ont été dégagés de ces espaces, ce sont bien des espaces publics, ce ne sont pas dans leur domicile qu'on est venu les déloger, ce sont des gens qui occupaient l'espace public. Je ne voudrais pas revenir sur ce débat qu'on a fait tout le temps durant, mais regardez déjà votre décor à BB24, regardez le décor que nous avons en arrière. Oui. Vous dites on veut embellir, c'est le décor de la ville de Cotonou. Hein. Bien sûr. Ça c'est beau ça. Mais ce n'est pas les rues qui donnent ce décor-là, c'est les immeubles. C'est les immeubles qui donnent ça. Donc, si véritablement on veut rendre la ville belle, mais ce n'est pas aux artères on va s'attaquer. Okay, d'accord. Maintenant, quelle est la finalité lorsque vous attaquez cette réforme-là, enfin, ce qu'ils ont appelé réforme? Quelle est la finalité? Rendre la ville belle. Pour quelle finalité? Mais ça a commencé. On ne peut pas rendre la ville belle du jour au lendemain. Je suis d'accord qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Il faut des étapes. Par conséquent, il faut dégager. Mais la finalité, c'est quoi? La finalité aujourd'hui, c'est quoi? Quand on a fait ça, là, quelle est la finalité? Qu'est-ce qu'on a gagné économiquement? Qu'est-ce qu'on a gagné? C'est ça, justement. Est-ce que des études ont été menées avant donc d'entamer ce qu'ils ont appelé réforme? Non, véritablement, je dis non. D'accord. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce que vous avez constaté au niveau des réformes? Parce que c'est justement la question que je vous pose. Est-ce à dire que de 2016 à aujourd'hui, il n'y a pas eu de réforme? Ce qu'ils ont appelé réforme a déstructuré, a dénaturé l'économie. La charpente économique a été perturbée aujourd'hui. Lorsque nous prenons par exemple la TVM, il faut une dizaine d'années pour ramener encore cette structure-là. Ça va prendre du temps. L'économie en ce temps-là serait en train d'en pâtir. Et vous constatez aujourd'hui la morosité, vous constatez un certain nombre de choses qui aujourd'hui perturbent l'évolution normale des choses au niveau donc de la ville de Cotonou. Maintenant, quand on parle de la TVM, la taxe sur les véhicules à moteur, vous acceptez au moins que ça c'est une réforme? Ce n'est pas une réforme. C'est l'État qui est allé chercher de l'argent là où il fallait depuis assainir un certain nombre de choses. Aller chercher les tasses, ça je dis, c'est les députés qui ont donné onction au gouvernement. Mais quel est aujourd'hui l'impact? Quel est l'impact? C'est le gouvernement est en train de prendre de l'argent des poches donc des citoyens en généralisant une taxe qui existait. Mais je dis aujourd'hui, quel est l'impact sur le vécu quotidien des Béninois? Ces réformes, enfin, cette taxe aujourd'hui fait que nous avons un problème sur le plan donc de l'imposition, sur le plan donc de ce qu'ils appellent la pression fiscale. La pression fiscale aujourd'hui est en train de monter au point où le Béninois a de véritables problèmes. D'accord, on en revient tout à l'heure. Mon cher Steve, ce que vous appelez, vous, réforme, ne l'est pas selon votre vis-à-vis. Au moins, est-ce que vous avez, à part ce que vous avez cité, noté d'autres réformes qui ont impacté positivement la vie, les conditions de vie et de travail des Béninois aujourd'hui?
Ok, oui. Quand on parle d'économie, c'est déjà 3 secteurs. Le secteur primaire, le secteur industriel et le secteur des services. Oui. Donc, si on prend également le secteur primaire, le secteur qui englobe l'agriculture, on peut dire qu'il y a eu des réformes. Réformes notamment qui concernent la diversification de l'agriculture. Oui. Il n'y a pas longtemps, on avait une économie qui était monoculturelle, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup appuyé sur le coton. C'est normal parce qu'il faut avoir un leader et qui va tirer les autres. Ça se comprend. Mais aujourd'hui, il y a des efforts. On peut dire qu'il y a des efforts qui sont faits également pour la diversification. Il y a même des subventions qui ont été accordées aux intrants agricoles. Oui, c'est une stratégie également pour pouvoir booster la production. Donc ici, il y a des filières qui sont en train d'émerger. On parlait du coton il n'y a pas longtemps, du porc. Aujourd'hui, on parle de l'anacade. L'anacade, sur le plan africain, le Bénin est en bonne position, 3e producteur, je crois. Et sur le plan mondial, le Bénin doit être 6e ou 7e. Donc c'est déjà, aujourd'hui, si on parle du Bénin, ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont faits à ce niveau. Aujourd'hui, il y a le riz. Le riz, aujourd'hui, on a passé de 55 000, je crois, tonnes à 250 000, voilà. Et sur les 2 ans du régime, donc déjà, on peut dire qu'il y a des filières qui ont émergé, les filières halieutiques, le riz, le manioc, soja, tout ça. Ok, très bien. Alors, on parle aujourd'hui de la bancarisation. Tous les agents permanents de l'État ont leur salaire domicilié à la banque. Ça permet la facilitation de la collecte des impôts. Vous ne voyez pas aussi à ce niveau que c'est une réforme qui a aujourd'hui impacté positivement les conditions? J'ai envie de dire bravo parce que grâce donc à cette initiative aujourd'hui, le Bénin a quitté une position jadis inconfortable au niveau donc de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour aller un peu au-delà. Les chiffres n'ont pas été encore confirmés, mais il faut avouer que nous étions donc en deçà, sinon nous étions à 19% donc de taux de bancarisation au niveau donc de cette union-là. Aujourd'hui, je crois que nous allons grimper légèrement et tendre vers les 25%. C'est déjà bien. Ça, je dis, c'est une bonne chose. Mais au-delà, les impacts, les effets indésirables donc, de cette réforme-là, enfin, de ce qu'ils appellent envoyer les fonctionnaires donc, devant les banques, vous les aurez d'ici à là, on va sortir les résultats et vous les aurez. Je ne suis pas venu pour peindre tout ce qu'ils font en noir. Je dis il y a des choses positives. Et je réponds aux questions que vous avez posées. Mieux, je voudrais dire à mon ami d'en face que c'est même sous le régime actuel qu'on a connu plus de coton, s'il vous plaît. On a battu les anciens records. Donc c'est aujourd'hui le coton est cultivé. Plus que jamais. Et je voudrais vous rassurer que l'anacade a été de tout temps et de toute saison produite. Certes, ça n'a pas été structuré. Aujourd'hui, c'est en cours d'être structuré. Et donc, ce n'est pas une réforme. Ce qu'on appelle réforme, c'est l'élément nouveau que vous apportez à un système. C'est l'élément nouveau. Et comme élément nouveau, justement, apporter de la plus-value. Et comme élément nouveau qu'on a apporté, c'est par exemple l'exonération des taxes de douane sur l'importation des véhicules, notamment les camions et les bus de transport en commun. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est aussi une bonne chose? Oui, c'est également une mesure pour encourager déjà un certain nombre de réformes qui sont mises en place, notamment le tourisme et tout ça. Mais au-delà également de l'exonération sur ces équipements-là, il y a également de l'exonération sur les équipements agricoles. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça rentre en ligne de compte d'une stratégie que le gouvernement est en train de mettre en place, quitte à booster la production et également à réaliser un certain nombre de réformes ou bien de visions, notamment dans le cadre du tourisme, de l'agriculture. Donc je pense que ce sont des stratégies et qui répondent vraiment à des réformes précises. Voilà. Donc c'est pour répondre que les réformes, c'est également parce qu'on quand on passe par exemple de 55 000 tonnes à 25 000 tonnes, et ça veut dire qu'il y a eu des mécanismes qui ont été bousculés pour qu'on puisse atteindre. Parlant des réformes, on ne saurait clôturer ce débat sans parler de cette grande réforme intervenue au port autonome de Cotonou. Vous savez désormais, la gestion est déléguée à des étrangers. Est-ce que c'est pour accroître la rentabilité, la compétitivité du port aujourd'hui que cela a été fait? Faut-il craindre aujourd'hui cette option faite par le gouvernement? Ok. Je pense bien que le délégataire a un cahier des charges, donc notamment la compétitivité du port. Mais au-delà de ça, il faut préciser, quand on dit poumon, le poumon, comme on le connaît, a deux fonctions. Fonction d'inspiration et d'expiration. Dans le cas de notre économie, notre économie a vraiment un poumon qui joue une seule fonction, la fonction d'importer.
Voilà, donc c'est-à-dire qu'elle inspire, donc elle n'inspire pas encore. Donc il faut exporter. À ce niveau-là, je pense qu'en dehors du fait qu'il y ait un délégataire, il faut que le gouvernement également travaille à ce qu'il y ait quand même des conditions pour qu'on puisse exporter. Donc à ce niveau-là, il faut vraiment travailler. Sinon, on peut mettre un délégataire et puis ne pas avoir le résultat si le poumon de l'économie continue de jouer une seule fonction. Voilà, ça c'est quelque chose à préciser. Le délégataire est un spécialiste du domaine, universitairement et internationalement reconnu, mais aujourd'hui, lorsqu'on confie la gestion d'une structure, d'une entreprise publique qui participe à plus de 80% à la mobilisation des recettes pour le fonctionnement du budget, est-ce qu'il ne faut pas craindre un peu la situation? Oui, et est-ce qu'il n'y a pas de dispositions à mettre en place? Je voulais plutôt vous demander s'il n'y a pas de dispositions à mettre en place pour éviter de potentielles évasions fiscales. Merci pour la pertinence de la question. Je voudrais vous dire que, parlant de réforme, voilà une qu'on peut citer comme réforme. Mais attention, lorsque vous, Aurélien Akoyino, vous souffrez des maux de tête, vous ne vous décapitez pas, vous ne coupez pas, vous ne tranchez pas la tête. Vous cherchez à guérir, vous cherchez à corriger le mal. Vous prenez des médicaments pour corriger. On a décapité quoi? Non pas parce que nous avons des problèmes avec la gestion de la ressource humaine au niveau du port autonome de Cotonou sur les 15 dernières années qu'il faut nous amener des expatriés, qu'il faut nous amener des étrangers pour ce que vous avez dit, l'évasion. Non, ce n'est pas possible. Moi, je ne continue pas à le dire. Bon, jusque-là, on ne peut pas les accuser. On ne peut pas les accuser d'évasion fiscale. Nous avons fait un travail sur le port d'Aves. Ce n'est pas la belle performance au niveau de Bruxelles. Ce n'est pas la belle performance au niveau de la Belgique. Mais sur le plan international, ils occupent... C'est un port qui est décrié par l'Union européenne. Mais pourtant, ils occupent la deuxième place après... Chacun y voit ce qu'il veut voir. Chacun voit ce qu'il veut voir. Le port d'Aves aujourd'hui, c'est ce port par lequel transite la mafia chinoise pour l'Union européenne. Et ce port est décrié. Le procès est là, le procès est en cours en ce moment. Donc, moi, je ne sais pas ce que nous irons chercher donc la compétence là-bas. Mais aujourd'hui, l'objectif recherché, lorsqu'on voit le nombre de navires qui accostent... là n'est pas le problème de la mauvaise gestion. La question donc de l'affluence au niveau de notre port réside dans le fait que le Nigeria rouvrisse son port, le port de Lagos, qui est donc un port commercial, et au même moment, le Togo a amélioré ses prestations. Conséquence, je suis opérateur il faut économique, aussi améliorer je fais le choix entre Lagos, entre le Bénin et le Togo. Je comprends que le Nigeria et le Togo sont performants et il faut alors aussi rendre performant le port autonome de Cotonou. Merci beaucoup. Ne veut pas dire qu'il faut décapiter le port et nous amener des étrangers. Merci. Ce sera votre mot de fin, Casimir Pédio. Je vous laisse 10 secondes pour votre mot de fin très rapidement. Il faut encourager le gouvernement à poursuivre sur cette lancée. Également dire qu'il faut des réformes profondes en ce qui concerne la relation avec le Nigeria. Merci. Donc, pour répondre aux besoins des populations qui subissent les effets pervers de la dévaluation du Naira. Merci à vous, Steve Hoda. Je rappelle que vous êtes journaliste et chef desk économie au quotidien Le Soleil Bénin Info. Merci d'avoir été là. Merci également à vous, Casimir Pédio, journaliste au quotidien Nouvelle Économie. Merci. Nous enchaînons avec le dossier de la semaine. Vous l'avez compris, c'est une émission aux couleurs des 2 ans de la gestion du régime actuel. Et en dossier de la semaine, nous allons parler de la politique de l'emploi. Je vous le disais, par an, à peine 5% selon les chiffres de l'INSAE arrivent à s'insérer sur le marché de l'emploi. À quoi cela est-il dû? Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité, mais avant, suivez ce reportage. Sur ces 10 millions d'habitants, le Bénin s'identifie par une population extrêmement jeune. 60% ont entre 15 et 35 ans, un atout mais aussi une responsabilité. Chaque année, plus de 32 000 diplômés des universités sont à la recherche de leur premier emploi. Seulement 5% arrivent à s'insérer dans le tissu productif. L'entrepreneuriat est véritablement une option
Et la création des startups, le financement des startups, c'est des pistes de solutions pour pouvoir répondre à cette préoccupation très importante. Lorsque les jeunes n'ont pas d'emploi, vous le savez tous, c'est une bombe sociale et il faudrait que nous adressions ensemble cette question en motivant les jeunes eux-mêmes à avoir de l'ingéniosité. Certains jeunes entrepreneurs l'ont si bien compris qu'ils font déjà la fierté du Bénin à travers leur création. Je voudrais surtout encourager cette jeunesse qui nous offre l'occasion de découvrir les pépites d'innovation qui créent, inventent, réalisent, dirigent, investissent et recrutent pour et par amour de l'entrepreneuriat. Au même moment, ils sont confrontés à plusieurs difficultés de fiscalité, de financement et de marché d'écoulement de leurs produits. En tant qu'acteur public, l'État béninois s'investit dans l'amélioration des conditions favorables à l'éclosion et au développement des startups. Le gouvernement fait de la formation, le gouvernement montre le chemin, le gouvernement crée les conditions, le gouvernement met en place les infrastructures, le gouvernement essaie d'améliorer chaque année la fiscalité. C'est ça que le gouvernement fait. Il ne faut pas attendre plus du gouvernement, il faut que chacun fasse preuve d'ingéniosité et propose quelque chose à sa communauté. Cette conférence sur l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes et le financement des startups, à laquelle les jeunes ont massivement participé, a été un creuset de partage d'expériences et de pistes d'opportunités. Monsieur le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, Urbain Amebedi, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler de la politique de l'emploi des jeunes au Bénin. Et en face de vous, pour m'accompagner dans cet entretien, ma collègue de la télévision nationale, Rachidatou Mama Bio. Bonjour. Bio Mama. Bonjour, Bio Mama, oui, c'est cela. D'accord. Bonjour, Roca Koyenon. Oui. On parle de la politique de l'emploi et tout à l'heure, le directeur général de l'ANPE semble contredire les chiffres. Ce sont des chiffres de l'INSAE. Ben voilà. Oui, on dit, et je vous posais la question de savoir, on a dit par an, il y a environ 32 547 étudiants qui sont à la recherche de leur premier emploi et il n'y a que 5% qui arrivent à s'insérer dans le tissu économique sur le marché de l'emploi. Que fait-on du reste? Je dois dire que nous avons une faiblesse dans le pays que nous essayons de corriger, c'est d'avoir des sources fiables, d'avoir des statistiques qui nous aident à pouvoir mieux appréhender le phénomène du chômage, le phénomène du sous-emploi des jeunes. Et ce n'est qu'en faisant ainsi que nous pouvons mieux adresser des solutions idoines. Et celles-ci sont-elles fiables? Il y a beaucoup de statistiques, mais le gouvernement est en train de travailler et actuellement il y a une étude en cours pour que nous ayons un guichet unique qui va nous permettre d'avoir des sources, des statistiques qui approchent un peu plus la réalité. Alors, quelles sont les statistiques que vous avez au niveau justement de votre agence? Je ne suis pas là pour contester les statistiques. Non, mais c'est tellement que les chiffres ont certainement évolué. Oui, vous savez, nous avions, il y a quelque temps, essayé ensemble avec le ministère de l'Enseignement supérieur, essayer d'identifier exactement le nombre de diplômés que les universités livrent sur le marché de l'emploi chaque année. Et nous nous sommes rendus compte que c'est extrêmement difficile, ce qui n'aurait pas dû être le cas. C'est énorme. Énorme parce qu'il y a tellement d'universités privées que ne contrôle pas le ministère qu'on n'a pas leurs statistiques. Et donc, pour ce qu'on a, il y a une autre page qu'on n'a pas. Et ce qui fait que on travaille actuellement pour que les réformes actuelles dans le secteur vont amener à ce que ceux qui délivrent des diplômes, vous avez vu, on a décidé maintenant que c'est l'État qui organise la licence. Donc, on maîtrise désormais. Vous ne pouvez plus faire votre licence dans votre coin et on ne sait même pas combien de licenciés vous déversez sur le marché. Donc, à la fin des réformes qui sont en cours actuellement, je crois que nous aurons
une maîtrise un peu plus des statistiques et cela nous permettra de mieux adresser nos solutions. D'accord. Mais enfin, allons-y. Mais alors, si vous le permettez, allez-y. Roch Akwaïnou, on le sait, c'est un secret de polichinelle. Trouver un emploi au Bénin est un véritable casse-tête. Accordons-nous, avant toute chose, monsieur le directeur général, suis-je dans l'erreur, si je me permets de dire, que le nombre de chômeurs grandit au Bénin chaque jour un peu plus? Oui, si je vous donne actuellement les statistiques, vous aurez l'impression qu'il n'y a pas de chômage au Bénin. D'accord. Les statistiques officielles. Ah bon? Oui, tout à fait. Les statistiques officielles, parce que le chômage a une définition du Bureau international du travail. Et selon cette définition, le chômage, le vrai chômage au Bénin, ne frappe que moins de 1% des jeunes. Moins de 1%. Oui, 0,7%. Le chômage strict, selon la définition du BIT. Qui dit? Mais le chômage élargi... Non, j'ai bien envie de connaître, partager cette définition du BIT avec... Parce que là, on se rend compte qu'il y a le faux chômage et le vrai chômage, finalement. Je vais vous satisfaire, ne vous inquiétez pas. Et donc, le chômage élargi touche à peu près 2,3% de la population. Et le sous-emploi touche 72% des jeunes. Okay. Alors, donc, la situation du Bénin se rapproche un peu plus du sous-emploi que du chômage. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que vous êtes des Béninois, vous vivez dans ce pays, et vous savez que chaque Béninois qui sort et qui n'a pas d'emploi ne dort pas chez lui. S'il n'est pas étudiant, il travaille avec sa tante. Il se débrouille, comme on dit. Il se débrouille. Et ça, le BIT considère qu'il travaille. Mais il est dans la précarité. Exactement. Mais lui, il considère qu'il ne travaille pas. Et donc, nous avons une différence de perception de la réalité. C'est pour ça que vous avez l'impression et que vous voyez qu'il y a trop de chômage. Mais selon les statistiques, il est démontré que le dynamisme des Béninois, des jeunes, a fait quelque chose malgré eux. Oui, allez-y. Mais alors, 60%, alors... 72%. 72% alors, des jeunes sont dans la précarité. Dans le sous-emploi. Voilà, dans le sous-emploi. Comment on fait pour sortir tous ces jeunes du sous-emploi? Voilà, donc c'est la question fondamentale. Vous voyez, ces jeunes qui sont dans le sous-emploi sont des jeunes qui exercent des activités pour lesquelles ils ont soit plus de qualifications, ils ne sont pas destinés à faire cette activité, ou ils ne gagnent pas ce qu'ils auraient espéré gagner s'ils faisaient l'emploi pour lequel ils sont destinés. Et donc, cette situation ne leur permet pas de s'exprimer, de montrer leur talent. Et quoique, on peut passer par le sous-emploi et devenir un grand homme d'affaires. Oui. Alors, donc, nous travaillons aujourd'hui sur le volet emploi indépendant, l'entrepreneuriat. Parce que les mêmes statistiques dont je vous ai parlé tout à l'heure démontrent que seulement 13% des jeunes, des travailleurs sont des travailleurs salariés, alors que 81% sont des employés, ou non pas des employés, sont des travailleurs indépendants. Ce qui démontre ou dénote de ce que l'emploi se trouve plus du côté de l'entrepreneuriat que du côté du salariat. Finalement, c'est la solution alors à la question de l'emploi. La situation aujourd'hui, si on prend une photo à l'étape, à l'instant T aujourd'hui, des employés, enfin des travailleurs béninois, on trouvera 81 qui sont dans l'emploi indépendant et 13 dans le salariat. Et donc, le salariat n'est pas la solution. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est enseigné dans les universités. Ce n'est pas ce qui est dit aux jeunes. Il y a une fausse promesse qui est faite aux jeunes qui est que quand tu auras la licence, quand tu auras le master, toutes les voies te seront ouvertes. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Les choses ont évolué, les choses ont évolué. Exact. Oui. Il faudrait dire plutôt, il faudrait que l'enseignement qui est donné aux jeunes aujourd'hui, la formation qui est donnée aux jeunes, l'amène à voir autour de lui les opportunités qu'il y a. À défaut de travailler pour quelqu'un, qu'il ait le réflexe de pouvoir déjà sur les bancs de l'université identifier, élaborer, travailler sur une idée de projet. Ce n'est pas le cas. Oui, mais justement, par rapport à ça, on dit aujourd'hui que les universités du Bénin produisent beaucoup plus de chômeurs que de diplômés exploitables sur le marché de l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas supprimer certaines filières de formation? La question n'est pas seulement de supprimer. Et je pense que la réforme est en cours et le président de la République nous l'a dit très clairement et a été même loin de... Quand on a fait le diagnostic que notre école
ne met pas à la disposition du marché les ressources humaines qu'il faut. Le marché est dimensionné d'une certaine manière, mais la formation délivre des diplômes et des ressources humaines qui sont pour un autre marché. Il y a une certaine inadéquation. Il y a totalement inadéquation. Alors que, je vais vous donner des exemples très clairs, très simples. Vous savez, aujourd'hui, si vous recherchez des maçons qui vous font des dalles qui ne coulent pas, vous en trouverez très peu au Bénin, mais vous en trouverez au Ghana. Et pourtant, nous construisons tous les jours et avons besoin de ces gens-là. Mais si vous cherchez 1000 géographes, avec chose, vous les trouverez. Si vous cherchez 1000 juristes, 10 000 juristes, vous les trouvez. Alors, donc, mais pourquoi l'État même n'envoie pas des jeunes qui sont en train de faire le génie civil en formation dans ces pays, le Ghana, que vous venez de citer par exemple? L'État prend le devant. Il n'est pas nécessaire de les envoyer. Il faut revoir notre système de formation de manière à ce que nous ayons des lycées techniques, des formations professionnelles qui soient adaptées à ce dont le marché de l'emploi a besoin. Alors, donc, actuellement, la réforme qui est en cours devrait nous amener, et d'ailleurs, je le dis déjà ici, quand j'entends qu'on dit qu'on a supprimé la bourse, on n'a pas supprimé la bourse aux étudiants, on a réorienté la bourse vers les formations techniques et choses. Le Bénin estime, le gouvernement estime, j'ai plus besoin de techniciens aujourd'hui que de juristes, d'économistes, ou que j'en ai beaucoup. Donc, je diminue la bourse là-bas et je l'envoie. Mais ça n'est pas leur faute si le système est demeuré tel depuis. Non, c'est pour ça qu'il faut changer le années. système. Ce n'est pas la faute des étudiants, mais celui qui est le régulateur du marché estime que si j'ai besoin de quelque chose, c'est là où je mets l'argent. Donc, on ne peut pas lui reprocher de mettre plus d'argent sur le technique et le professionnel que sur les lettres et les autres choses où on en a en surabondance. Votre confrère parlait tout à l'heure de supprimer. Certains pays ont supprimé carrément pour dire je ferme telle formation pour 5 ans, pour 10 ans, parce qu'on en a suffisamment. Et quelle est l'option réelle du Bénin? L'option, c'est d'aller vers des formations techniques et professionnelles, parce qu'on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez un jeune Ghanéen à côté d'un jeune Nigérien, béninois, le réflexe n'est pas le même. Le jeune béninois attend l'emploi de quelqu'un, attend les solutions de quelqu'un. Le jeune Ghanéen a déjà en lui, de par sa formation, des réflexes d'aller vers lui-même la création de quelque chose, d'initier quelque chose. Et cela, nous avons besoin de l'introduire. Est-ce que l'environnement aussi ne concourt pas à ce que vous dénoncez? Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ont des idées, qui créent, mais le marché d'écoulement reste un véritable problème. Bon, vous savez, tout est lié. Vous savez, il y a d'autres qui devraient s'occuper, c'est ce qu'on appelle la chaîne des valeurs. Il faut s'occuper de tout. Il ne faut pas seulement créer, il faut promouvoir et il faut vendre. Et dans ça, vous voyez, ce que nous attendons des universités quand nous sommes sur le marché de l'emploi, ce que nous attendons des universités, c'est de nous former des créateurs, c'est de nous former des promoteurs, c'est de nous former des gens qui savent les débouchés, qui savent comment on peut trouver les débouchés. Et donc, quand on a toutes les spécialités, ça se fait de lui-même. Malheureusement, on n'a pas assez. Cette chaîne de valeur n'est pas suffisamment pourvue. On a souvent des gens qui sont formés dans un domaine et c'est la même personne qui fait tout. Vous voyez pourquoi les jeunes échouent parfois dans l'entrepreneuriat. Il est lui-même producteur, il est lui-même vendeur, il est lui-même promoteur et parfois, c'est lui qui fait la matière première. Je vous donne un exemple. J'ai rencontré un jeune qui fait des poules pondeuses, mais il fait sa provente lui-même. Et il fait la production. Ensuite, lui-même, il vend. Il va placer sur le marché. Et donc, lui-même, il ne peut pas. On il n'est pas ne s'improvise donc pas entrepreneur. Voilà. Et donc, quand il fait toute cette chaîne-là, il devient inefficace. S'il est producteur, il fait la production. On devrait former d'autres jeunes à faire de la provente, qui lui livrent la provente. Et ça fait de l'emploi. Et donc, eux, ils vont s'occuper de la provente et faire une très bonne provente. Lui va faire de la production. Le temps qu'il passe à faire de la provente, il gaspille une partie de son temps qu'il devrait occuper à la production. Ensuite, quand il a fini la production, d'autres devraient venir. C'est ce qu'on appelle les négociants. Des négociants devraient venir chercher sa production et le placer sur le marché. Parce que c'est leur rôle. Ils connaissent le marché. Ils savent comment le marché fonctionne. Et eux, ils le font. Ainsi de suite. Donc, quand on va faire ainsi, et c'est vers cela que nous allons, quand nous allons développer la chaîne des valeurs, il n'y aura pas le problème dont vous parlez. Il n'y a que ceux qui sont spécialistes, formés,
et qui fouinent le marché et qui savent comment il faut détecter là où il y a les clients, là où il y a les consommateurs, eux, ils iront vers les producteurs. Ce ne sera plus un fourre-tout. Ce ne sera plus un fourre-tout. Et alors, donc, nous devons travailler sur ce que nous appelons la chaîne des valeurs. Et les jeunes devraient commencer à se spécialiser. Parce que quand on se spécialise, on a quelque chose de meilleur que le marché préfère. Voilà, Roch Akwaïno, on voit bien là que le diagnostic est fait. Et ça fait 2 ans quand même que le gouvernement Patrice Talon est à la tête de ce pays. La solution, vous l'avez dit, c'est l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner ces jeunes qui ont envie de créer des startups? Qu'est-ce que vous faites? Ok. Actuellement, et je vous ai entendu le dire, il y a, cette réforme va concerner ceux qui vont venir. Et le stock qui est là, qu'est-ce qu'on fait pour eux? C'est pour cela que nous avons des programmes de reconversion, que nous invitons les jeunes à venir. C'est très difficile. Vous voyez, à un jeune à qui on a dit, si vous avez une licence en droit, votre vie, vous êtes sauvé. Et puis moi, je viens lui dire, mon ami, il n'y a pas d'emploi dans le droit que tu as fait là. Il faut revenir sur terre. On va créer une entreprise. Mais il ne se sent pas dans ça. Et donc, c'est ce que nous appelons, le professeur Ogoualé appelle la déprogrammation. Il faut d'abord le déprogrammer, parce qu'il a été programmé pour quelque chose. Et vous êtes en train de lui dire, ça ne marche pas. Donc, c'est une étape assez souvent difficile. Mais quand nous réussissons à faire ça, pour lui montrer la réalité de ce qu'il faut qu'il change de paradigme. Oui, mais ce processus, vous l'avez déjà enclenché? On le fait déjà. Donc, quand le jeune vient, on essaye de lui démontrer que l'opportunité de pouvoir s'employer et employer d'autres, et parfois même de devenir riche, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, on le déprogramme. Et ensuite, on le forme. Et selon ce qu'il veut, ce qu'il est capable de faire, on fait de la reconversion. On lui montre là où il y a les opportunités, on lui offre des formations. Le gouvernement offre les financements aujourd'hui pour le former. Et ensuite, il va faire il va sortir son idée de projet. On va l'accompagner pour faire ce qu'on appelle le plan d'affaires. C'est encore nos structures qui l'accompagnent dans la rédaction de son plan d'affaires. Parce que sans plan d'affaires, il ne peut pas se présenter devant le banquier pour dire « j'ai besoin d'argent ». Mais à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres, est-ce qu'on a des indicateurs qui démontrent qu'au terme de ces 2 ans ou à l'issue des 2 ans de gestion, il y a tel nombre de jeunes qui ont été impactés par les divers programmes? Le ministre l'a dit au moment où il est passé sur vos chaînes. Par exemple, en 2017, nous avons formé à peu près 3 900 jeunes dans ce processus-là. Et donc, les chiffres existent qui montrent que chaque année, nous essayons de faire un peu plus pour avoir, parce qu'ils sont nombreux à demander. Maintenant, il y a le volet financement. Je voudrais dire aux jeunes qui m'écoutent actuellement que leur premier besoin, ce n'est pas le financement, c'est le bon projet. C'est l'idée, c'est le projet, c'est le plan d'affaires. Et c'est quand on a réussi tout ça que ça convainc le banquier de vous donner de l'argent. Mais lorsqu'on pense tout de suite à l'argent, on échoue. Parce que vous voulez de l'argent pour faire quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Mais lorsque vous avez l'idée, que vous avez le projet, que vous avez le plan d'affaires, que tout cela est bien maillé, vous avez arrivé devant le banquier, vous aurez l'argent pour pouvoir l'exécuter. Il faut une nouvelle conception. Il faut une nouvelle conception. Merci. C'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini, malheureusement. Alors, 15 minutes sont passées très vite, mais je vais vous laisser la parole pour rapidement votre mot de fin. Nous aurons le temps de revenir un autre jour dans une émission plus élargie sur cette thématique. Ce que je veux dire est que la réforme pour le marché de l'emploi nécessite absolument la réforme de la formation. Tout à fait. Parce que c'est la formation qui nous livre des ressources humaines inadaptées. Tant qu'on nous livrera chaque fois des ressources inadaptées, nous aurons du mal à les reprogrammer et à pouvoir les diriger vers la solution. Donc, la solution de base, c'est d'abord qu'à la formation, on puisse corriger. Et qu'ensuite, les programmes palliatifs que nous avons actuellement puissent diminuer, la pression sur ces programmes puisse diminuer et que nous allons directement à ceux dont le marché de l'emploi a besoin. Et j'appelle les jeunes, je leur dis, la solution, c'est dans l'entrepreneuriat. 81% des travailleurs béninois, à la date d'aujourd'hui, sont des travailleurs indépendants. On ne peut pas chercher l'emploi dans le salariat. Très bien, merci. Merci à vous, Urbain Abembedji, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Merci d'être passé dans cette émission. Merci également à vous, Rachidat Bio-Maman, de m'avoir accompagné dans cet entretien. Mesdames et messieurs, c'est fini pour cette émission Wikeko aux couleurs des 2 ans de la gestion de la rupture. Et sachez que cette émission est diffusée tous les jours sur BB24 à partir de 11 h les dimanches. Vous pourrez également la retrouver sur le www
www.ortb.bj. Au revoir et à très bientôt.